Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure de 64 débats. Intelligence artificielle, la bulle va-t-elle exploser? Faut-il craindre un krach boursier alors que les investisseurs rêvent des milliers de milliards de dollars promis par l'IA? Un phénomène prend forme, concentration historique de la richesse, de la croissance, mais aussi des paris boursiers. Avec nous pour en parler, Tariq Rim, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes entrepreneur du web, ancien vice-président du Conseil national du numérique et fondateur de la newsletter Cybernetica.fr. Avec nous également Yann Bonnet, bienvenue. Bonsoir. Et bonsoir, vous êtes spécialiste des transformations numériques, cofondateur du Campus Cyber, directeur adjoint des initiatives politiques au Forum de Paris sur la paix. Et Hugo Barbieux avec nous également, spécialiste économie à TV5 Monde. Bonsoir Hugo. Alors on commence avec vous, tout le monde ne sait pas forcément c'est quoi une bulle. Expliquez-nous. Qu'est-ce qu'une bulle? Eh bien, Mohamed, pour faire simple, une bulle, c'est quand il y a un décalage très important entre la valeur financière d'un secteur et la rentabilité effective du marché. Bref, c'est quand les entreprises, le prix des entreprises augmente beaucoup plus vite que leurs profits et qu'on valorise davantage la promesse. Là, Mohamed, on parle de bulle. Voilà, et le thème du débat, c'est la bulle va-t-elle exploser? Donc il y a bien une bulle. Hugo, on peut parler de bulle pour l'intelligence artificielle? Incontestablement, oui, à grand coût d'investissement qui se chiffre en centaines de milliards de dollars. Le poids des startups de l'intelligence artificielle atteint un niveau colossal. Regardez plutôt ces chiffres. OpenAI avec ChatGPT est valorisé à 852 milliards de dollars. Anthropic l'a récemment dépassé avec son modèle d'IA Claude et son projet d'IA fiable. Elle est estimée à 965 milliards de dollars. XAI d'un certain Elon Musk qui a été absorbé récemment par SpaceX du même Elon Musk vaudrait 1250 milliards de dollars et ça augmente encore. Ces trois entreprises ont le point commun de préparer leur entrée en bourse courante cette année pour lever encore plus de fonds. Autre acteur incontournable, Nvidia, le fabricant de puces électroniques, n'est autre que la plus grosse capitalisation boursière pesant 5 000 milliards de dollars. Fait étonnant, Mohamed, la plupart des entreprises d'IA sont déficitaires. Vous avez bien entendu, elles ne gagnent pas d'argent, pire, elles en perdent, hormis bien sûr les mastodontes Microsoft, Amazon, Google qui ont d'autres débouchés que l'IA. Des chiffres qui donnent le tournis, Hugo, et ce n'est pas tout, il y a des révélations de nos confrères du Wall Street Journal. Oui, le Wall Street Journal a pu mettre la main sur des documents internes confidentiels d'OpenAI et d'Anthropic. Eh bien, ces deux entreprises ne prévoient pas de bénéfices avant la fin de cette décennie. D'autres startups moins connues, moins grosses, mais tout de même valorisées à plusieurs dizaines de milliards de dollars, ne prévoient de faire tout simplement jamais de profit. En cause, notamment le coût exorbitant pour entraîner les nouveaux modèles d'IA, les ressources pour générer du texte, des photos, des vidéos. Enfin, notez par exemple que sur 800 millions d'utilisateurs de ChatGPT, à peine 20 millions payent un abonnement. Voilà pour bien poser les choses. Tariq Rim, la bulle de l'IA peut-elle, selon vous, exploser? Alors, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs choses différentes. Il y a une première bulle, et là, il y a un vrai sujet, c'est les data centers, c'est-à-dire les endroits où on fait tourner tous ces logiciels d'IA. Il y a plus de 1500 data centers qui sont en train de se construire aux États-Unis avec des projets qui sont parfois arrêtés pour des raisons politiques. Parce qu'il faut comprendre que dès qu'on met un data center quelque part, le prix de l'électricité pour les voisins, pour les hôpitaux double. L'accès à l'eau est rare. Et puis, il y a un vrai sujet, c'est qu'on n'a peut-être pas assez d'énergie pour nourrir tous ces data centers. Donc ça, c'est la première chose. C'est bien de le rappeler, l'IA, ça ne tombe pas du ciel déjà. C'est du concret. Il faut des moyens, il faut de l'énergie. Puis, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, avec les conflits en Iran, le prix du pétrole, ça va devenir encore plus compliqué, puisque les business plans avaient été faits à une période plus calme. Vous avez une deuxième partie, ce sont les acteurs classiques, les Nvidia, qui eux sont très profitables parce qu'ils vendent. C'est les vendeurs de pelles et de pioches, les puces. Google fait la même chose. Vous avez donc ces acteurs-là qui se positionnent. Et puis vous avez des nouveaux, ce qu'on appelle en bon français les pure players, donc des acteurs spécialisés, les trois que vous avez nommés, mais essentiellement OpenAI et Anthropic. Et là, c'est vrai que ce qu'on vend, c'est surtout une perspective de développement. Et personne aujourd'hui ne sait s'il y a dans 1 an ou 2 ans vaudra aussi cher que ce que c'est. Est-ce que ça va continuer? Donc on vend du rêve. On vend du rêve. Mais en même temps, on vend un usage qui fonctionne, mais on essaye de dire, dans un futur proche, on pourra encore plus utiliser l'IA, et là, il y a une vraie question. Il faut vous mouiller. Alors oui ou non, elle va exploser? Et je vous pose la question. Moi, je pense que la bulle de l'infrastructure va exploser, c'est pas tenable, notamment aux États-Unis. Vous avez des entreprises comme Oracle qui commencent à montrer des signes de faiblesse.
Mais la technologie de l'IA, elle, va évidemment continuer. Votre avis, Yann Monet? Pour aller dans le même sens, je pense qu'on assiste à une sorte de rééquilibrage parce que le modèle il n'est pas encore complètement mature avec des coûts qui sont gigantesques, des revenus qui sont encore très faibles. Donc voilà, c'est cette technologie qui est impressionnante. Ça explique un certain emballement. Mais je pense que en fait, c'est moins la question de est-ce que la bulle va exploser ou pas. En fait, la question elle est à mon avis un peu plus politique. C'est une fois que le marché sera un peu plus rééquilibré, est-ce que nous, puissance moyenne, provenant d'Europe, d'Afrique, des quatre coins du monde qui ne sont pas américains ou chinois, est-ce qu'on restera dépendant en tant que sorte de locataire captif de ces infrastructures dont parlait Tariq, ou est-ce qu'on va reprendre la main, est-ce qu'on va réussir à créer des alliances, à mutualiser des ressources pour avoir moins de dépendance sur un certain nombre d'infrastructures. Et justement, en termes de ressources, en France, par exemple, il y a beaucoup de nucléaire. Est-ce que là, par exemple, la France a une carte à jouer par rapport aux États-Unis? On utilise encore du charbon et du gaz. C'est clairement un atout et on le voit encore récemment lors de Choose France il y a quelques jours. Il y a eu des déclarations d'investissement massives en France, notamment via SoftBank, donc cette banque japonaise, et les raisons sont probablement du fait qu'effectivement on a une énergie nucléaire qui est un peu plus propre en termes d'émissions CO2 que ce qu'on voit aux États-Unis. Donc c'est un atout. On a d'autres atouts. On a des talents. On est réputé pour avoir des très très bons talents, des ingénieurs, une école de mathématiques excellente. Il faut qu'on arrive à les retenir, à bien les rémunérer, leur donner des challenges, et essayer de faire en sorte qu'ils partent un peu moins dans d'autres pays parce qu'on est un terrain aussi d'innovation. Pour revenir au risque, on se posait la question avec Hugo en préparant ce débat. C'est quoi le risque d'investir aussi massivement dans une entreprise qui ne fait pas de bénéfices avant 4 ou 5 ans? Alors ça c'est un classique, j'allais dire, dans les startups, parce qu'on investit toujours dans le potentiel de marché. C'est Peter Thiel, qui est un des investisseurs, un des conseillers d'ailleurs de Donald Trump et le cofondateur de Palantir, a expliqué que l'objectif d'une entreprise est de devenir dominante, monopolistique sur son marché. Et donc, l'idée derrière ces investissements, c'est de se dire, on l'a vu avec Google, vous ne pouvez pas utiliser autre chose que Google, on l'a vu avec Apple, on l'a vu avec tous ces produits. À la fin, ils sont devenus dominants et donc ils capturent un marché qui devient une rente. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'IA, donc est-ce que l'accès à l'intelligence, parce que c'est un peu ça, c'est j'ai besoin de traduire, j'ai besoin de transformer telle chose, j'ai besoin d'exécuter, de faire des nouvelles fonctions grâce à l'intelligence artificielle. C'est la question du développement. Ouais. Absolument. Est-ce que je deviens dominant, et donc quand je domine, je fixe les prix, je fixe les marges, et donc effectivement, c'est un choix. Maintenant, la question que vous posez, qui est, j'imagine, un peu différente, c'est est-ce que ces valorisations sont tenables? C'est un vrai sujet, parce que s'il n'y avait qu'une entreprise, ce serait possible, mais comme on parle de 2 voire 3 entreprises... Oui, mais alors justement, il y a du déjà-vu avec les jeunes pousses, les startups il y a une vingtaine d'années. Est-ce que la comparaison est valable avec le scénario de la bulle Internet à la fin des années 1990, avec l'apogée au mois de mars 2000? Alors moi j'étais à l'époque à San Francisco, donc j'ai vu ça un peu en premier plan. Il y avait une différence fondamentale, c'est qu'à l'époque on avait câblé le monde entier, c'était une bulle des télécoms en fait, c'était pas vraiment une bulle des startups. Et des années après, c'est un peu comme Eurotunnel, à un moment donné on a dit on arrête, et puis une fois qu'on a construit le tunnel, il est construit. On pouvait utiliser les technologies. Le problème qu'on a aujourd'hui, et c'est ce que raconte d'ailleurs un des investisseurs qui est assez connu, Michael Burry, il dit que le problème, c'est que les puces que l'on utilise, au bout de 2 ou 3 ans, elles sont déjà dépassées. Donc en fait, on ne construit pas des actifs sur le long terme. Toutes les 2-3 ans, on doit redépenser des centaines de milliards, et donc il y a un vrai sujet. Hugo, on va parler avec vous maintenant de la rentabilité dont on a compris qu'elle était hypothétique. Il faut ajouter à cela un autre paramètre assez troublant, c'est que les géants de l'IA se financent entre eux, et ça, c'est un des facteurs de risque. Oui, l'écosystème IA est ce qu'on appelle un oligopole. C'est un petit club de start-up très spécialisé et des géants de la tech, le tout fonctionnant en circuit fermé,
Par exemple, Microsoft investit 13 milliards de dollars dans OpenAI. OpenAI dépense ensuite cet argent dans Azure, une société spécialiste du cloud dont a besoin OpenAI pour faire tourner ses modèles. Azure n'est autre qu'une filiale de Microsoft. Donc, les fonds retournent en quelque sorte à l'envoyeur. Voilà donc le type de montage en boucle dans lequel chacun est tour à tour fournisseur, investisseur, client ou partenaire. Conclusion de l'ex-président de Microsoft France dans Libération. Ils se prêtent de l'argent entre eux, ce qui contribue à gonfler leur valorisation, et c'est malsain. Alors, malsain, donc le terme est employé pas par n'importe qui, donc l'ex-directeur de Microsoft France. Je vous pose la question à tous les deux, peut-être Yann en premier, est-ce que c'est malsain cet écosystème qui gonfle artificiellement les valorisations ? C'est clair que c'est pas très prometteur. Moi, j'ai un peu l'impression d'être à un moment où voilà, on pense que cette technologie est clairement en train de transformer notre monde d'un point de vue économique, d'un point de vue sociétal. Mais c'est un peu la ruée vers l'or. Sauf que là, les gens qui se font de l'argent, c'est ceux qui vendent des pelles et des pioches et entre eux. Donc, à un moment, ça ne va pas durer. C'est pour ça qu'on est à un moment de pivot où le marché devrait se rééquilibrer sur des cas d'usage qui vont vraiment apporter des revenus et de la véritable valeur. Là encore, en France, en Europe et à d'autres endroits dans le monde, bien sûr, on a des super pépites. Je pense par exemple à Dassault Systèmes qui a une représentation des industries digitales qui peuvent être extrêmement intéressantes. On a des acteurs comme Mistral, on a Yann Lequin qui vient d'annoncer sa nouvelle start-up à AMI. Il faut qu'on fasse confiance à ces acteurs pour trouver des cas d'usage qui vont réellement apporter de la valeur. Mais si la bulle explose, c'est quoi les conséquences ? On a déjà parlé de l'environnement, ça a commencé. Il y a aussi la dimension sociale, éminemment. On parle d'emplois qui disparaîtraient. Ce serait une saignée ? Il peut y avoir plein de conséquences. Et c'est d'ailleurs, on pourrait voir si certains acteurs, ces géants, disparaissent, on verra nos dépendances vis-à-vis de ces géants. Et donc on verra que 80% actuellement de certains de services européens dépendent de géants, notamment américains. Et c'est là où c'est important en fait, de développer nos propres écosystèmes, nos propres services, ou de mutualiser avec d'autres acteurs, pourquoi pas les Canadiens, pourquoi pas d'autres pays en Afrique ou ailleurs, ou en Asie, pour pouvoir rééquilibrer, parce que c'est pas bon d'avoir un marché où on a une ultra-domination que de quelques acteurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà amorcé en France et plus largement en Europe? Qu'est-ce qu'on fait de différent? Qu'est-ce qu'on fait peut-être même de moins bien? Peut-être même que les Chinois aussi qui sont présents avec l'intelligence artificielle. Le sommet Choose France vient de se terminer avec une annonce 93 milliards d'investissements. Est-ce qu'avec 93 milliards d'investissements, on peut jouer dans la même catégorie que les Américains, sachant que, à part Mistral AI, Dassault, on n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux sur ce terrain? Tout d'abord, juste avant de répondre à cette question, vous parliez de cette économie circulaire. Moi, j'ai une lecture un peu différente. Aujourd'hui, il y a un acteur dominant qui s'appelle Nvidia, qui vend des puces à tout le monde. Donc, il faut bien faire attention. Quand on dit que ces sociétés ne font pas de profit, elles font des revenus. Aujourd'hui, une société comme Anthropic va faire 45 milliards de revenus. C'est pas du bénévolat. C'est un chiffre d'affaires colossal. Il faut comprendre que c'est une entreprise qui ne faisait qui est passée de 0 à 45 milliards de chiffre d'affaires en 3 ans. Et donc, ce que fait Nvidia quand ils font des prêts, évidemment, c'est pas du bénévolat. Ce qu'ils disent, c'est plutôt que d'acheter les puces de Google, puisque Google maintenant devient un compétiteur, en faisant un prêt, je me garantis que les parts de marché l'année prochaine, vous continuerez à acheter du Nvidia dans votre croissance. Donc pour vous, ça fragilise pas ce circuit fermé? Non, c'est un circuit qui essaye plutôt d'écarter les autres acteurs, notamment les acteurs chinois qui commencent à avoir des puces, notamment Huawei, de très très bonne qualité, et des modèles chinois. Donc il va y avoir à un moment ou un autre, on va le voir. Puisque vous parlez de Huawei, sur la question d'Hugo, justement, par rapport à Choose France et ses investissements. Ce qui est intéressant, c'est que nous, aujourd'hui, on a essentiellement 2 choses à vendre. De l'énergie décarbonée, on est en excédent d'énergie avec le nucléaire, et des talents de très haut niveau. Ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire aujourd'hui, je pense, et c'est un sujet sur lequel on a travaillé pendant des années, c'est de développer un écosystème de talents capable, je pense que ce qu'a fait la Chine et qui est intéressant,
c'est qu'elle a fait des choses différentes du modèle américain. Elle s'adresse à des marchés différents, puisque désormais l'Afrique est aussi au cœur de leur stratégie. Et je pense que la France doit renouer avec cette vision aussi de la technologie, où elle développe, on a su le faire avec le TGV, on a su le faire avec l'énergie, on a su le faire avec plein d'autres choses, de penser aussi à faire de la technologie qui a des usages concrets et qu'on est capable d'exporter. Et pour l'instant, c'est vrai que sur l'aspect de la technologie, on est très très bon intellectuellement, on est moins bon en termes opérationnels, mais c'est peut-être aussi parce qu'on a un peu perdu l'habitude. Vous savez, dans les années 90, on a envoyé toutes nos industries, on les a revendues aux Chinois, qui sont aujourd'hui les leaders parce qu'ils ont ça. C'est aussi pour ça qu'on n'a plus d'emplois ou pas assez d'emplois dans l'industrie. Donc il va falloir probablement faire le processus inverse, discuter avec les autres acteurs, apprendre d'eux et se relancer.